Donc je suis quand même musicien à la base, et puis depuis tout petit, je kiffe de m'enregistrer. J'avais des petits magnétophones à cassette, j'enregistrais les génériques de séries télé, je les écoutais, je m'en gargarisais, j'analysais. Et puis après, j'ai eu des postes à double cassette, et je me suis rendu compte que je pouvais m'enregistrer moi sur moi-même, que je m'affranchissais un peu du partage avec certains musiciens, qui était parfois contraignant, tu vois. Et puis de là, c'est parti, je me suis toujours enregistré tout seul. Euh, Est venue la vingtaine où j'en ai profité pour commencer à faire des enregistrements pour les autres, acheter des magnétophones, j'ai eu un studio mobile. Euh, et puis après ça a été à la maison, mais le home studio dans le garage, on enregistrait un peu tous les artistes dans le salon, jusqu'à ce que j'arrive ici il y a une dizaine d'années où j'ai essayé de faire un petit studio qui reste, on va dire, un format autoprod. On va en parler de l'autoprod peut-être plus tard. Et, mais après, petit studio, mais qui a qui a tout d'une grande, comme la Clio, tu vois. On a le droit de dire les marques. Donc c'est une évolution, et là je pense que c'est un peu au max. J'ai jamais eu vocation à avoir un gros studio professionnel, industriel. Pour moi, il faut que ça reste l'autoproduction, c'est l'objectif, quoi. Faire ses disques, qu'on puisse réaliser des disques de manière accessible financièrement déjà, et puis humainement. Bon, le gabarit, du coup, ça limite un peu les artistes. Je vais pas accueillir un orchestre symphonique, évidemment, ni des configurations trop grosses, mais ça reste fait pour les groupes, les power trios. Je bosse beaucoup avec des artistes, des chanteurs qui ont déjà leur composition que j'arrange, donc on bosse à deux, on se fait des prises de voix, des prises d'instruments un par un. C'est l'essentiel du travail du studio, c'est ça, quoi. Plus que des groupes live qui jouent, même s'il y en a aussi. Donc voilà, tout ça, l'évolution. Pour finir, voilà, avec une régie de 25 mètres carrés, le minimum pour être un peu confort, à l'aise, et puis une live room d'une quarantaine de mètres carrés pour avoir un peu de place de quoi mettre la batterie, parce que ça prend de la place la batterie. Alors j'ai démarré ma vie musicale contraint et forcé au conservatoire, hein, petit, au piano. J'en ai fait une dizaine d'années, mais après, l'adolescence arrivant, la guitare électrique s'est vite imposée. Donc j'ai plus pratiqué la guitare. Après je compose essentiellement, j'avoue que maintenant je touche pratiquement plus mes guitares. Beaucoup se passe avec ça, là, avec les instruments virtuels. Toujours, bah, tu vois, même constat que quand j'étais minot, c'est que avec un ordinateur, j'ai un outil pour avoir des musiciens je peux, je peux commander aux musiciens, il y a beaucoup de musiciens, sans avoir les budgets de. En plus, je sais pas écrire, moi, la musique avec les partitions, tout ça. Donc, c'est plutôt guitare. Après, les compos, non, la compo, maintenant, ça devient tout au clavier. Je fais ça avec un mélange en général une base électronique de par les boîtes à rythme, tu vois. Et puis après, j'arrange beaucoup ça avec des instruments acoustiques, des instruments d'orchestre, du cuivre, de la corde un peu, mais pas de la corde électrique, de la corde acoustique. J'aime bien ce mélange-là. Donc c'est touche à tout, quoi. Je touche un petit peu à tout, sans être pointu dans un domaine particulier. Voilà, autodidacte complet. Et pour moi, c'est vraiment l'axe de toute ma vie au final. Ce qui fait que c'est un petit studio, tu vois, qui a pas une aura professionnelle hallucinante, quoi. Mais je fais ce que je veux dedans. Ce qui m'a toujours plu dans ma vie, quoi. Donc ça fait que l'essentiel des gens avec qui je travaille, quand même, ce sont des amateurs, tu vois, qui font leur compo, leur trip, qui tripent. Et je leur apporte mon aide de professionnel j'essaie de les guider justement pour leur faire comprendre les mécanismes qui font que ça peut passer un cap, que ça peut être crédible, que ça peut être produit. C'est ça, au final, la production. C'est faire en sorte que la musique soit réalisée de manière optimale pour coller à la diffusion qui actuellement est la diffusion, enfin, c'est enregistré, quoi. Le live, il y a toujours des concerts, évidemment, hein, il y en aura toujours. Mais même beaucoup de concerts ont une énorme base
en studio, quoi. Il y a beaucoup de playback, il suffit de regarder les batteurs sur scène, hein, ils ont tous les oreillettes, quoi. Donc il y a beaucoup de choses sonores créées, produites en studio, du son trafiqué en studio qu'on réutilise après sur scène, quoi. Donc c'est plus ça qui m'intéresse et que j'essaie de développer avec les artistes avec qui je travaille. Oui, La technologie, je pense, est très importante partout maintenant. Elle a pris vraiment une énorme place, quoi. Les gens ont envie d'aller dans un concert et entendre un truc tonitruant, quoi, hein, c'est du spectacle. Donc il faut que ça soit préparé avant, il faut que les astuces de studio se reportent sur la scène. Et puis, on est dans une époque où enfin, depuis l'industrialisation de la musique, hein, je crois que chaque projet doit avoir une identité forte, un son reconnaissable. Et ce genre de choses, ça se crée devant les micros, quoi. Plus que acoustiquement parlant. L'acoustique joue évidemment aussi, mais dans quel concert une grosse caisse ressemble à une grosse caisse d'une batterie dans une salle, quoi. C'est toujours quelque chose de trafiqué, par exemple. Pour moi, c'est l'exemple parfait. Une grosse caisse, maintenant, ça pousse, c'est un truc électronique, quoi. Même avec une batterie acoustique. Donc chacun a son son de grosse caisse qu'il aura préparé, machin, il se fait de telle manière. C'est pour ça que beaucoup d'artistes aussi veulent que les ingés les accompagnent, que ce soit en studio, sur scène. Il y a le confort déjà humain, parce qu'on sait comment ça marche, ça va plus vite. Il y a aussi le fait de vouloir garder cette identité-là à chaque étape, quoi qu'il se passe. J'ai fait beaucoup de live, ouais. C'est ce qui m'a fait manger pendant longtemps, hein. C'était un très bon trip dans la vingtaine, trentaine, puis après je crois que je me suis un peu lassé, parce que justement je préfère largement prendre le temps en studio de faire des choses, de pouvoir déplacer un petit truc, trafiquer une petite chose. En live, il y a la contrainte de la diffusion qui est primordiale. C'est la première chose dont on s'occupe en live. Faire en sorte que ça diffuse proprement. Alors que la diffusion en studio, c'est plus esthétique que technique. Et je trouve ça plus intéressant au final. Tiens, c'est un bon exemple parce que c'est pas une salle forcément facile acoustiquement parlant. Et la première chose que tu fais à la gare, c'est que tu utilises tes oreilles, tu adaptes, tu utilises le matériel pour faire en sorte que ça sonne mieux, quoi. Voilà. Donc déjà, tu luttes contre, d'entrée. En studio, tu luttes pour, d'entrée. Tu luttes pas contre. Ah oui, oui, tout à fait. Oui. Surtout, je suis pas un ingénieur du son, j'ai pas fait d'école d'ingénieur, j'ai pas de diplôme, je suis autodidacte complet. Et donc j'ai des lacunes techniques, évidemment, quoi. Mais ce côté réalisation, je crois que c'est vraiment l'endroit où je me place. Ouais. Mais ça touche aussi, c'est pas que de l'enregistrement audio, hein, je bricole aussi toujours par nécessité, par manque financier dans l'autoproduction, je bricole la vidéo, je bricole l'image, tu vois. Et à chaque fois, c'est la manière de réaliser, d'utiliser l'outil pour en tirer le meilleur parti et pour augmenter la réalité, quoi. Voilà. Pour avoir un terme moderne. Je sais pas s'il est bien à propos celui-là, mais ça me plaît bien l'idée. Bah alors, déjà, le principe, il est extrêmement classique, hein. C'est-à-dire que il y a une console de mixage, une console de prise de son, plutôt des préamplis dessus, un ordinateur pour enregistrer tout ça, un magnétophone et quelques effets périphériques. Donc c'est resté très classique, comme ça se fait dans tous les studios du monde. Après, j'ai une console Studer, une console de broadcast, une console de radio qui a fini ici. Elle était chez RTL avant ça. C'est bien parce que c'est de la très bonne cam, ça tombe jamais en panne, tout marche bien, j'ai pas de galère et ça reste le centre du studio, ma commande pour le monitoring, bref, mon dispatch sonore sur les pistes et tout ça. Après, pour le reste, j'ai quelques préamplis en plus pour diversifier un peu les couleurs. Et puis, encore une fois, l'ordinateur fait le job, tout le reste, le mixage aussi.
Il me sert pas que de magnétophone, lui, il me sert aussi de machine à mixer. Je mixe pas sur la console. Tout simplement parce que quand on veut refaire une retouche pour faire un recall sur une console comme ça, elle n'est pas moderne, quoi. Il n'y a pas d'automation, il n'y a pas de tout ça. Sur la console, en tout cas. Donc c'est à la main, tu prends des photos, tu remets. Tu as toujours des petites différences. Ça peut être sympa, mais tu perds un temps monstrueux, quoi. Et puis maintenant, l'ordinateur marche très bien pour mixer, quand même. Le son numérique est devenu vivant, ça y est. Ils ont enfin implémenté l'aléatoire dans le traitement numérique. Pour le reste, je finis, techniquement, c'est un pack micro un peu avec quelques classiques et pareil, quelques pièces bien haut de gamme pour que ça soit cohérent, la chaîne. Tu mets un bon micro dans une bonne console, fini dans des bons convertisseurs pour l'ordinateur, déjà t'as la moitié du chemin qui est faite. Oui, c'est analo, c'est très analo tout ça. C'est de quelle année cette console? 80 et quelques, 82 je crois. Oui, tout est analogique, hein, sauf jusqu'à ce que ça rentre dans l'ordinateur, du moins. ça reste très analo le process, quoi. Et même dans les instruments, tiens, on parlait tout à l'heure de ça, là, au final, j'utilise très souvent aussi des appareils dédiés, même des boîtes à rythme dédiées, mais analo, quoi, que j'enregistre après. Parce que l'outil est vachement plus simple. Il est droit au but, tu sais. J'ai des petits MS-10, j'ai des synthés comme ça, je vais toujours plus vite à brancher ça. Même si je dois brancher, faire du patch, de la connexion, je vais quand même toujours plus vite, plus instinctif avec un vrai synthé plutôt qu'un plugin, quoi. D'où l'intérêt aussi d'avoir une vraie console analogique. Ça va vite, c'est plus intuitif qu'une souris et t'as pas les yeux posés sur l'écran. J'ai pas mal bossé avec Manfred, enfin dans le studio de Manfred, le studio Vega, là, à Carpentras. Parce que justement, dès qu'il s'agit de prendre du son pour des formations un peu plus importantes, c'est plus facile, plus intéressant qu'ici. Puis en plus là-bas, il y a une certaine console, une certaine acoustique, une certaine esthétique malgré tout. Et j'aime beaucoup ce studio. Moi, il m'a marqué, hein, parce que t'as the son du gros studio, tout en étant comme à la maison, quoi. Il est facile à prendre en main, facile à utiliser, à manipuler. C'est un régal, ce studio. Des petites anecdotes. Enfin, j'ai d'ailleurs passé une très bonne session là-bas avec, et je cite un nom, Mathis Hogg, qui est un ami. Il n'aime pas que je dise ça, mais un bluesman, quoi. Chanteur et guitariste, tu vois. Qui a beaucoup de charisme. Et je me rappelle d'une session Studio Vega où on a sorti absolument tous les câbles, tous les micros, tout était câblé. L'idée c'était qu'il y ait plusieurs sets de percussion, une vraie batterie, une batterie sur du plastique, une batterie sur de la ferraille, plusieurs sets de guitare acoustique, électrique, donc il y avait plein d'emplacements, un piano, plein de coins, et il fallait que ça soit utilisable instantanément, que la moindre idée, on va direct à l'action et ça recorde. Tu vois. Donc c'était un exercice technique un peu chaud. Mais après, l'ambiance qui s'est dégagée de ça aurait été un peu compliqué à faire ici, parce qu'il n'y a pas la place, quoi. Pas la place et pas la quantité de matos aussi. Mais ça a créé une session où tout le monde était dans un jus créatif en permanence. Et il y avait une tension artistique palpable, tu vois. On était tout le temps sur le qui-vive, parce que c'était que du premier jet qui était enregistré, beaucoup de premiers jets, tu vois. 2 prises maximum, pas plus. Et si on fait plus, c'est que ça sort de l'instinct et ça devient moins intéressant, quoi. Donc c'est un studio dans lequel j'ai pas mal bossé. Après, je fais des prises de son là-bas. Je les ramène chez moi et je finis par les mixer chez moi, éventuellement quelques pistes additionnelles. À part ça, j'avoue que j'ai pas trop mis les pieds dans beaucoup de studios. À Pernes-les-Fontaines, le studio de la Buissonne, oui. Mais j'y ai traîné un petit peu pour aller faire des captations vidéo, j'ai un peu mis les pieds, quoi. J'ai découvert le studio. Le reste, c'est tout comme les noms des producteurs, tu sais. Je ne mets pas beaucoup d'importance là-dedans, dans ce genre de choses. Quand c'est de la musique à base acoustique, quand même, le live est très important, je pense. Même si c'est des petites formations, hein, mais il faut qu'il y ait une base
sensible, donc live, parce que dès qu'on rentre dans le travail multipiste, dans le travail d'élaboration un peu proprette comme ça aseptise un poil, même si ça participe au grossissement du son, ça aseptise, quoi. Alors que ces choses live, moi j'ai toujours privilégié en fait l'ambiance et la sensibilité dans le travail, quoi. Il faut que les moments soient concentrés. Quand on appuie sur le bouton rouge, ça doit être un moment d'exception à chaque fois, quoi. Donc, concentration, silence, et on est dans la musique, on ferme les yeux, on ferme tout le reste. Le live provoque beaucoup ça, quoi. En opposition à... Je travaille aussi, encore une fois, beaucoup avec le virtuel, hein. Ça devient moins sensible au final, quoi. Oui, oui, ouais. Je ne mettrai pas des gris-gris, mais quoique il y a une vierge quand même, si on regarde bien là-bas, mais ça c'est peut-être dû à l'histoire du bâtiment. Oui, oui, cette part aléatoire, mais j'adore. C'est rare qu'on ait le temps de l'exploiter. Tiens, je vais revenir sur cet enregistrement avec Mathis dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était très sensible. Il y avait beaucoup de cette part d'aléatoire, quoi. Il y a plein de pistes qui sont des bruits de mise en place, des grincements, des choses, machin. Tu dis, oups là, attends, il se passe quelque chose dans le son, là, ça m'appelle l'oreille. Je vais tirer ça grâce à l'ordinateur, qui est un outil quand même extraordinaire maintenant. Je vais récupérer ça, en faire une piste, quoi. Je vais construire avec ça. Il m'arrive souvent ici si je travaille en régie avec l'artiste, d'avoir une paire de micros qui sont sous la console, à mes pieds. Parce que je fais beaucoup de rythme avec mes pieds. Et j'ai souvent 2 micros qui sont préenregistrés comme ça pour amener une petite touche justement de quelque chose d'improbable qui attire l'oreille, une patte sonore derrière, quoi. Très, très. Tu me parlais de vent dans les arbres, ou dans les feuilles, je sais pas, très naturel, quoi. Salir, c'est important. Maintenant que le matos marche très bien maintenant et que un enregistrement dans les années, un enregistrement dans les années 40-50, c'était pas assez propre pour qu'on puisse déjà avoir cette recherche sonore de salir, bien qu'il y ait des artistes qui ont déjà pensé à brancher un instrument dans un ampli guitare, alors que ça n'a pas lieu d'être, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, surtout depuis les années 80, avec l'arrivée du numérique, où ça a quand même propre beaucoup de choses, et puis le matos s'est amélioré, c'est incroyable maintenant, tu achètes un micro maintenant à 100 balles, ça, techniquement il surpasse un micro hors de prix il y a 40 ans, quoi. Et donc c'est important de remettre un peu de vie, de vraie vie en fait, tout simplement, hein, l'aléatoire, ça fait partie de la vie. Donc de rechercher ça, de prendre le temps. Malheureusement, tous les artistes n'ont pas le temps forcément de se pencher sur ces moments-là. Je regrette souvent quand les groupes viennent enregistrer et ils n'ont pas le budget pour plus de temps de jour, et puis c'est la course, et puis à la fin j'essaie toujours de préserver un moment de folie où on va pouvoir faire un peu n'importe quoi, on va s'amuser pour essayer de faire des petites surprises, pour que ce soit drôle, pour que ça soit attirant pour l'oreille, je sais pas. D'essayer de réserver cette plage-là de création. Donc pour moi, ce qui est très important, c'est que je suis musicien et j'ai toujours été attiré par l'autoproduction, et c'est vraiment ce qui a guidé tout mon parcours de studio, quoi. Arriver à avoir un outil où j'ai besoin de personne pour produire mes albums et en faire profiter après d'autres personnes, quoi, hein. C'est quand même plus accessible financièrement passer du temps ici que dans un gros studio à 1500 balles par jour. Mais je crois que c'est le guide dans ma vie, ça a été l'autoproduction, et cet outil est fait pour ça, quoi. Arriver à réaliser des disques commercialisables à la maison. Et là, maintenant que je peux le faire, je peux dormir sur mes 2 oreilles.